Yippee yippee matin. L'émission qui réveille tes neurones en douceur. Eh bien, bienvenue. Aujourd'hui, nous faisons une émission de Yippie Matin avec Joël. Joël, c'est un profil qui Salut. fait beaucoup de choses différentes et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette émission parce que, eh bien, Maud et moi-même sommes un petit peu sur ce même thème et sur cette même façon de fonctionner. Nous avons beaucoup d'activités entre Maud qui fait de l'astrologie et du feng shui et entre autres choses et de l'ébénisterie, etc. Et moi qui fais aussi de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement de couple, mais aussi de l'accompagnement en entreprise. Joël, elle, se spécialise dans plein de domaines différents. Je te laisse te présenter, Joël. Alors bonjour à tous, merci de m'accueillir sur cette émission. Alors moi je me suis professionnalisée, on va dire, dans la médiumnité vers l'âge de 38 ans. Donc avant ça, il y a eu beaucoup de choses, mais on fera l'impasse. Mais juste pour vous dire que j'ai fait quand même de l'informatique, ce qui n'a vraiment absolument aucun rapport avec aujourd'hui. La voyance, la guidance. Je me suis spécialisée aussi dans le soin, l'énergétique, surtout les annales akashiques, où j'ai également fait de l'hypnose de régression et plus récemment de la numérologie. Donc effectivement, pas mal de cordes à mon arc, mais qui n'ont rien à voir avec ma première partie de vie qui était beaucoup plus terre à terre, on va dire. Je vais commencer par une question un petit peu vive du sujet, mais justement, est-ce que tu as des gens qui des fois te font des remarques en te disant, mais en fait, je comprends pas ce que tu fais, je sais pas où est-ce que tu te positionnes, qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, 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 les gens me connaissent principalement justement pour la guidance et la voyance. Et il y a pas mal de gens qui justement n'ont pas suivi ces étapes parce que soit c'est l'algorithme, soit peut-être que je n'arrive pas à communiquer suffisamment dessus. Je me pose beaucoup de questions à ce sujet. Et c'est vrai qu'on en a parlé lors de la création de cet épisode. Moi, j'avais vraiment envie peut-être de me spécialiser parce que justement, je me rends compte que j'arrive pas forcément à mettre toutes mes cordes en avant. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que je me spécialiserais pas, être un petit peu dans une niche. Mais c'est vrai que ce côté niche, finalement, c'est pas moi. J'ai pas envie justement de rentrer dans un espèce de cadre où on voit un petit peu justement toutes les personnes qui sont spécialisées, vous savez, les coachs, les gourous un peu d'Instagram qui vous disent il faut te spécialiser. Bah, j'entends, je comprends parce que moi-même, hein, quand je vais dans un restaurant et que je vois que la carte elle est trop imposante, je me dis c'est du surgelé, donc j'ai pas forcément envie de consommer. Mais c'est vrai que si je me spécialise aujourd'hui, ce serait uniquement pour le regard des autres et c'est pas forcément mon envie à moi parce que je trouve que tout fait sens, que tout se rejoint, tout se complète et voilà, je l'ai fait pour les bonnes raisons, donc il y a pas de raison que je choisisse finalement parce que moi j'aime tout. Mais c'est vrai que les gens aujourd'hui me contactent pour de la voyance principalement. Ah bon, tu fais de l'hypnose? Ah bon, tu fais ceci? Et c'est vrai que je suis toujours hyper étonnée parce que moi, j'ai l'impression de communiquer dessus, mais peut-être pas suffisamment, peut-être pas de la bonne façon. Et c'est vrai que bah, l'algorithme fait que les contenus sont de moins en moins proposés finalement aux gens qui te suivent, pourtant assidûment, mais j'ai des gens, des fidèles personnes qui des fois découvrent mes capacités. Donc, bon. C'est peut-être un peu le souci en fait des algorithmes aujourd'hui, c'est-à-dire que ils ne savent que nous recommander des choses basées sur une spécialisation. C'est Mm, aussi la contrainte des réseaux sociaux, ce qui ne veut pas dire que notre métier doit se spécialiser en soi ou qu'on doit mm, forcément spécialiser sa com. Je pense que c'est un peu un des biais en fait de la communication sur les réseaux. Et puis tu disais un truc intéressant, tu parlais de de cette carte de restaurant où tu te dis c'est du surgelé s'il y a trop de choses sur la carte. Mais oui, mais la différence c'est que la plupart du temps on vend pas des éléments de consommation rapide, on vend mm. des éléments de consommation lente et parfois longue quand on fait de l'accompagnement. Et du coup on donne la possibilité à des gens de pouvoir emporter aussi ce qu'on leur donne et ce qu'on leur partage. Et du coup le simple fait d'être spécialisé, bah, ça a un petit peu un côté aussi de se dire, bah, en fait, je paye quelque chose qui est peut-être un service relativement cher, alors que ce truc-là, n'importe qui d'autre pourrait me le donner avec cette même simplicité. Alors Mm, que mm. peut-être que la complexité de ce qu'on a à offrir, elle va donner la possibilité de justifier un certain tarif qui est, eh Oui, bien, justement un traitement d'exception, un traitement
particulier de tout cela. Alors maintenant, je vais passer la main à Maude pour qu'elle puisse faire ton analyse astrale et qu'on puisse savoir d'où vient ce profil multipotentiel, mais aussi ce profil où tu as la capacité de faire de la médiumnité. Maude, je te laisse parler. Oui, alors déjà, t'as dit un truc super intéressant quand tu disais que t'avais pas envie d'être enfermé dans une case. Ça, c'est ta lune noire en maison 10 en scorpion qui s'exprime complètement et ça, c'est chouette. Donc déjà, effectivement, moi, quand j'ai lu ta carte, je me suis dit, OK, Joël, c'est un mélange de balassitude et de force tranquille. Je sais pas si tu le vis comme ça dans, dans Si, tes si, ouais. énergies. Déjà, effectivement, la force tranquille avec tous tes placements en maison 4, en taureau, qui vont quand même parler du fait qu'on a envie d'un certain confort, qu'on a envie d'une certaine appréciation de la matérialité, des plaisirs simples, de goûter la vie du moment présent. Et en face, tu as des placements qui sont aussi assez forts en scorpion, puisque tu as quand même un Uranus rétrograde qui va être en opposition avec ce que tu as dans le taureau. Uranus, c'est la planète des révolutions, c'est vraiment la planète du révolutionnaire qui veut toi, t'es pas venu à l'école, qui veut changer les choses, qui veut vivre sa vie libre. Et toi, en scorpion, ça vient parler en maison 10 du fait c'est pas un placement que tu as vraiment cette capacité à libérer les gens. C'est les peurs, c'est les fantasmes, cette capacité à non, toi, les amener à travailler leurs ombres et à se libérer, je libère les autres, je les amène avec moi. Et inconscient, et du coup, de ce qui les bloque sans qu'ils aient à un moment la vue sur ça. Parce que toi, t'as vraiment cette capacité avec cette maison extrêmement libre et on a vraiment cette rétrograde, on peut aider les autres à se libérer. Donc, quand on le fait pas, je pense qu'il y a une forme de blocage d'énergie tu as vraiment, qui a dû être assez désagréable pour toi, la capacité à sortir tout ça. En fait, t'as vraiment pris ta place. Parce qu'en plus, toi, t'as 5 planètes rétrogrades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, t'es très lié à tout ce qui est karmique. Je pense que tous les sujets liés au karmique, tu le disais, c'est ce que tu fais. Tu t'es réaligné, donc ça, c'est génial. Tout ce qui est karmique, ça va être pour toi. Parce que du coup, tu vas comprendre, avec ces placements qu'on a cités, cette notion aussi de ce qu'il y a derrière le voile. Parce que cette fois-ci, une lune noire en scorpion, plus en maison 10, elle est en maison 10 en scorpion, mais en scorpion, là, ça va venir parler du fait qu'on peut avoir un fort intérêt pour la mort. Mais pas d'un point de vue morbide. Tu vois, je pense pas que tu faisais le tour des cimetières à 15 ans avec les cheveux Non. noirs mais par contre, effectivement, on peut depuis toujours avoir eu une connexion avec la mort assez forte. Et ça peut être, en plus, tu as des placements maison 8 qui parlent de l'inconscient, des cycles de mort-renaissance. Tu as quand même ton Jupiter rétrograde, t'as ton Saturne rétrograde en maison 8, donc ça vient quand même parler du fait qu'il y avait eu beaucoup d'énergie pour toi qui a toujours été là par rapport à la question de la mort. Et avec toutes ces rétrogrades, c'est comment toi tu te positionnes pour aider les gens aussi dans leur cheminement de mort-renaissance symbolique dans cette incarnation, mais aussi de comprendre certaines choses par rapport au karmique. Et ça, c'est notamment avec ton Neptune rétrograde en maison 12. C'est comment toi, avec ta propre patte, Joël, tu les amènes à faire ça. Donc je pense que le côté taureau qui a dû tirer un moment dans ta vie, le côté bon, on prend pas de risques, on reste dans sa zone de confort, etc. à un moment, tu as eu justement ce courage de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour aller vers le reste de ta carte. Mais en même temps, on parlait de multipotentiel ici, et c'est vrai que tu as cette capacité de toute façon dans le reste de ta carte à ne pas être que la sorcière dans sa grotte, tu sais, que la médium dans sa grotte. Tu as aussi effectivement toute cette capacité de te mettre en avant, de vraiment pouvoir créer du lien aussi mais avoir vraiment toujours cette logique d'amener les gens avec toi. Ouais. Tu vois, tu as cette capacité de leadership, ça, avec ta lune comment dire, en Lion, en maison Lune en 7 Lion, qui ouais. est clairement là. Et en plus, avec tout ce que tu as en taureau, je pense que tout ce qui va être lié à l'esthétique, tout ce qui va être lié au bien-être, au confort, tout ce qui va être lié aussi à la littérature, aux jolis mots, avec tes placements en balance. Tu vois, il y a tout ce mélange-là qui fait qu'on n'est pas uniquement dans du scorpion, et on n'est pas uniquement dans la matérialité. On est dans une recherche d'équilibre où on profite de la vie, même si on a cette conscience très forte qu'il y a quelque chose derrière le voile, que le visible touche le visible. Je pense que c'est quelque chose qui va vivre chez toi assez fortement et que du coup, tu dois donner ça aussi à tes clients, j'imagine, à tes clientes, cette notion de on peut vivre cette incarnation matérielle d'une façon agréable, mais ça se fait aussi en prenant en compte son intériorité et les profondeurs de son intériorité. Et je parlais justement de balassitude et de force tranquille. Et je pense que dans ta vie, tu as dû réunir les deux. Et j'imagine que c'est aussi ta force par rapport à tes clientes. Tout à fait, ouais, ça résume bien la première partie de ma vie qui, oui, a été douloureuse parce que j'ai mis énormément de temps à me trouver et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui me faisait vraiment pleurer.
Je me disais, mais Mm. qu'est-ce que je suis venue faire ici? Enfin, on dit toujours aux gens pour essayer de se trouver, faites ce que vous aimez. Mais moi, à cette époque-là, j'aimais faire du shopping, me faire les ongles. Enfin, vous voyez, on n'en fait pas un métier. Et c'est vrai que j'avais vraiment mis la médiumnité de côté parce elle est apparue très très jeune et je mettais absolument pas de mots dessus. Le mot médium, clairvoyance, ça n'existait pas en fait, mais vraiment pas dans mon vocabulaire, hein. Moi, je suis née dans les années 80, donc vraiment, on connaissait pas. Donc moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais schizophrène. Donc c'est vrai que j'ai Mm. vraiment freiné. J'ai fait plein de petits boulots et un jour, voilà, ça a commencé à se redévelopper sur les réseaux, ça a commencé à devenir moins tabou, et puis j'ai raccroché les wagons. Et effectivement, la médiumnité est apparue effectivement via les défunts. Moi, j'ai la capacité de les voir. Alors, c'est pas tous les 4 matins, heureusement, mais c'est arrivé vraiment pour me réveiller et me dire oui, ça, tu sais faire, tu peux le faire, tu as cette capacité en toi. Donc, c'est assez fulgurant, je vous cache pas. Mais le réveil, c'est fait et vraiment, je ne regrette pas et j'essaye du mieux que possible justement d'aider les gens là où pour moi ça a été compliqué en fait pour Mm. s'accepter, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que ouais, ils sont fous en fait. Hein. Quand on entend, quand on voit des choses, ça peut mettre très mal à l'aise, hein, et surtout avec l'entourage qu'on peut avoir. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance, on me tolère, je vais dire, on me comprend pour certaines personnes, mais il y en a pour qui ça fait peur. Ça fait peur. On peut encore être taxé de charlatan, etc. Donc, c'est pas une posture qui est évidente et j'essaye du mieux que je peux d'aider les gens à ce sujet-là. Je pense Mm. qu'aujourd'hui, c'est déjà une certaine pression assez importante et assez contraignante qui est celle de qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. Je pense que Mm, c'est un truc où on nous met une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête et on nous dit clairement, bah, si tu fais rien de ta vie, tu seras un ouvrier ou tu seras comme si c'était déjà rien faire de sa vie, donc c'est pas rien faire de sa vie du tout. Et puis simplement être, et respirer et vivre et manger, c'est déjà faire quelque chose de sa vie. ouais. C'est faire quelque chose dans la vie tout simplement, quoi. Donc ce n'est pas rester dans un cadre complètement fermé où on ne sort pas. La deuxième chose que j'ai entendue dans ce que tu as dit qui était très intéressant aussi, c'est ce fait de, une fois que tu as trouvé ton talent, bah, c'était en fait pas forcément dans les cases de l'acceptable de la société. Donc c'était assez compliqué en fait de trouver sa place, d'autant qu'aujourd'hui, non seulement il faut faire quelque chose, mais des fois quand on fait quelque chose, bah, c'est pas la bonne chose. On a vraiment ce Ouais. côté de... On nous rebâche un petit peu ce truc-là. Et puis enfin, une fois qu'on a quand même accepté de faire quelque chose qui n'était pas exactement ce qu'on faisait, eh bien, on a encore toute la vague des résistances et des personnes qui sont là, oui, mais je comprends pas ce que tu fais, je comprends pas où est-ce Mm, que tu vas, je suis pas sûre de comprendre, etc. Et puis, on a du mal à percevoir que tous ces rôles, toutes ces choses, comme si on était des pièces de puzzle, étaient là pour s'emboîter. Et je pense que une sensation de rejet hein, qu'on peut ressentir vraiment mm. de la société quand on est dans un cadre un petit peu bah, déjà entrepreneurial et entrepreneurial dans le domaine qu'on appelle de nos jours un petit peu boubou, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Maud, je sais pas ce que tu en penses. Alors si je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, je trouve que c'est très pertinent et en plus, je vais le faire forcément résonner avec ta carte. T'es quelqu'un qui a beaucoup de placements qui parlent de liberté, de casser les codes, de ne pas faire comme tout le monde. Martine connaît très bien le sujet et du coup, effectivement, je pense que Joël, de toute façon, toi, il va falloir que tu acceptes de ne pas être comprise. Mais comme Oui. Martine le fait déjà aussi pour elle et pour ses clientes et pour les gens avec qui elle travaille, du coup, vous êtes des personnes qui allaient amener des gens avec vous. Et du coup, c'est vrai que, tu vois, Joël, il y a vraiment ce truc, effectivement, tu parlais de ça tout à l'heure. On est en train d'être formaté aussi, je trouve, par les réseaux sociaux pour rentrer dans des algorithmes, rentrer dans Mm, des cases, rentrer dans des fonctionnements. La question, c'est quel est l'intérêt vraiment derrière? Est-ce que c'est un intérêt pour nous, pour les clients potentiels? Est-ce que c'est le fait d'avoir une présence sur les médias enfin, qui fait que du coup il y a plus de pubs qui est visionné, etc. Donc après, c'est vrai que je trouve que notre génération d'entrepreneurs, il y a aussi cette question de qu'est-ce qu'on vraiment rester accroché à ce qu'on veut vraiment faire, mm, notre mm. pourquoi, notre vision, notre mission, et puis parfois faire un pas de côté par rapport au réseau en se disant que notre multipotentialité, elle va être appréciée. Je donne encore un exemple. Et après, vous me direz ce que vous en pensez aussi avec plaisir. Quand j'étais ébéniste, justement, j'avais même son de cloche que toi. On me disait, mais je comprends pas ce que tu fais, t'es ébéniste, t'es numérologue. Après, maintenant, je suis astrologue, tu fais du feng shui. Et en même temps, bah, j'ai envie de dire, mais bah, je fais tout ça, en fait. Tu comprends pas ce que je fais, mais si t'as besoin que je te rénove une table,
tu vas faire appel à la mode ébéniste. Si tu as besoin que je te lise une carte, tu vas faire appel à la mode astrologue. Et en fait, j'avais le droit d'être aussi bonne dans tous ces domaines-là, tu vois, Ouais, et je le suis. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et comment dire, et tu vois, en tant qu'ébéniste, j'avais une boîte à outils qui était très fournie. Et j'avais plusieurs outils, j'avais pas qu'un marteau et une scie. Tu vois, et donc je pense que ouais, c'est c'est un vrai. peu pareil, notre boîte à outils personnelle, elle a le droit d'avoir bah, du coup tous les outils qu'on a et les différents types de clients qu'on a, parce que Martine le mentionnait aussi pour elle, elle intervient aussi bien dans les entreprises que pour des personnes privées, que dans des ateliers, etc. Et donc quand c'est en privé, voilà, il y a plein de formats pour Martine. Toi, Joël, je fais plein de choses aussi, moi aussi. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pareil, quand j'avais des clients en ébénisterie, il y avait des besoins pour un type de meuble ou pour d'autres. Ben, c'est pareil en fait pour les séances de coaching selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis 100% d'accord là-dessus. Ouais. J'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que on est souvent vu, il y a une expression en anglais qui dit I'm a jack of all spades, c'est-à-dire je suis capable de faire, je suis censé être le valet de toutes les couleurs, mais I'm the master of none. On a tendance à Mm. croire que parce qu'on se diversifie, on n'est pas maître dans un domaine, on n'est pas Ouais. expert, ce qui est complètement faux. C'est une croyance un peu naze, je trouve, qui a un peu ce côté de parce que ben, on a un temps limité de vie, alors forcément, ça veut dire que la spécialisation, on ne peut pas y rentrer. C'est faux. La spécialisation, on peut y rentrer de façon multiple. Il y a des profils qui sont multipotentiels dans différentes disciplines. Et puis la deuxième, il y a un truc qui s'appelle l'effet Médicis. L'effet Médicis, c'est le fait de, on prend des personnes qui sont de disciplines très différentes, on les met dans une même pièce et on essaie de sortir quelque chose d'extrêmement créatif. Par exemple, mettre des mathématiciens avec des biologistes, avec des psychologues, avec des sociologues, avec des politologues, etc., les mettre tous dans une même pièce et faire un échange de ces personnes entre elles va apporter une richesse parce que justement, il y aura cette diversité. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose à l'intérieur de soi-même? Pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas de temps en temps de se déspécialiser justement et de faire rentrer de la diversité dans sa culture et dans sa connaissance, ne serait-ce que pour faire en sorte d'avoir une vision extrêmement large face à une situation? Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique, je m'intéresse beaucoup à la sociologie, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, je m'intéresse beaucoup à la musique, je m'intéresse beaucoup à énormément de sujets. Et c'est ce qui fait que mon intervention avec les clients, elle est unique. C'est parce que ce Mm. que j'amène, elle est basée sur un maximum de connaissances qui est multidimensionnel. Je saurais parler le langage de beaucoup de gens différents. Donc, Mm. je pense que cette contrainte de la spécialisation, c'est un truc typiquement capitaliste de notre monde. Rentre dans une case, reste-y, et Ouais. puis on verra ce qui se passe après. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis je pense que dans ton cas, Joël, donc pour revenir, parce que c'est toi notre invité, pour revenir à toi, j'aimerais un petit peu que tu nous parles de ce côté aussi de finalement, s'il y a quand même un tronc commun dans tout ce que tu fais, c'est la vie et la mort, quoi. C'est une espèce Mm. de disparité et de complémentarité de ces deux choses inéluctables et en même temps incroyablement difficiles à gérer, quel qu'il en soit. C'est vrai. Et c'est vrai que pour revenir justement sur un peu sur mon thème, il faut savoir qu'en numérologie, je suis chemin de vie 7. Le 7 étant Mhm. vraiment bah, justement fortement relié à la spiritualité. C'est un peu un chemin, entre guillemets, de croix, où Mhm. moi, ça me fait vraiment penser dans le tarot à la carte de l'ermite, où on a ce vieux bonhomme dans sa grotte avec sa petite lumière qui cherche des réponses. Et moi, je me vois vraiment comme ça aujourd'hui. Donc, c'est hyper intéressant. Ça se rejoint, l'astrologie, comme ça, la numérologie. J'en ai déjà parlé avec Maud. Et c'est vrai que moi, si j'avais le courage de m'y atteler, c'est une discipline que je ferais bien. Mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas le moment. Mais c'est vrai que pourquoi pas avoir encore une corde de plus. Moi, ça me sert hein, dans mes guidances. Avant, je demandais pas Mhm. forcément la date de naissance aux gens parce que je n'ai pas besoin de la date de naissance pour me connecter à la personne, mais aujourd'hui, je la prends pour justement pouvoir faire dans mon coin la petite popote, la petite numérologie qui me donne un petit truc en plus. Donc, tout se complète en fait, tout s'imbrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus forcément envie de choisir et ça m'a fait du bien justement qu'on en discute la dernière fois pour l'élaboration de l'épisode parce que je me dis au final, pourquoi choisir en fait pour qui? Bah, pas pour moi en fait. Donc, Pas pour et nous comme non tu plus. dis, voilà, mais comme tu disais aussi, quelque part, les formations se répercutent sur le prix, justement. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai besoin, quelque part, de le justifier parce que je ne suis pas que voyante, je suis pas que numérologue. J'ai plein de choses qui font que je suis aujourd'hui
capable de beaucoup plus qu'il y a quelques années finalement. Donc, Je pense que tu es en train de mettre le doigt sur un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on nous demande de nous spécialiser, c'est qu'on a envie de nous faire rentrer dans un espèce de catalogue. C'est-à-dire mm, qu'on est en mode où on est à la disposition des gens comme sur un Doctolib, on choisit entre son professionnel qui fait telle chose, telle chose, telle chose, parce que, déjà, on est persuadé d'avoir déjà identifié ce qu'il nous fallait. Rarement, on va chez le médecin en lui disant j'ai besoin d'un vaccin. Rarement, on va aller chez l'ostéopathe en lui disant que précisément on veut exclusivement la cheville. Lui-même, son côté professionnel, il va voir tout notre corps et il va se poser ce genre de questions. Eh ben, c'est la même chose pour un thérapeute, un coach ou quelqu'un qui nous accompagne sur quelque chose d'un peu plus holistique, entre guillemets. mm, Donc, il y a un côté où bah, c'est plus riche d'avoir de la diversité, mais c'est surtout aussi ce côté de parce qu'on nous fait rentrer dans un catalogue, du coup, on peut nous faire rentrer dans un catalogue de prix, et puis on peut aussi nous faire rentrer dans une case qui est, ben, on est remplaçable, en fait. Alors mm, qu'aujourd'hui, je pense que quand on va voir un thérapeute, n'importe quel thérapeute, on choisit une personne avec qui on match, avec qui énergétiquement on se sent en adéquation et avec qui on se sent à l'aise. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important de continuer à maintenir ce côté de laisser les gens nous découvrir. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission, etc. C'est aussi une façon de leur montrer qui on est et voir qui va se sentir compatible avec nous et qui aura envie de travailler avec nous, qui va se sentir dans la mm, position de dire, tiens, cette personne, elle parle un langage que je comprends, elle est capable de me comprendre même si ma situation elle est complexe, parce que toutes les personnes qui viennent nous voir, elles ont toujours des problèmes extrêmement complexes, hein. C'est très rare qu'elles viennent nous voir avec j'ai un simple problème. Non, c'est jamais simple. mm. La simple personne qui vient en disant j'ai besoin de perdre du poids, elle n'est pas seulement en train de parler de sa perte de poids, elle est en train de parler de tout un ensemble de choses. Donc, quoi qu'il en soit, c'est multiple de fait chez le client. Donc, je vois pas pourquoi chez nous, ça serait pas multiple en fait. Tout à fait. Ouais, c'est très vrai, hein. C'est très vrai. Et puis en plus, il y a vraiment cette notion de, tu le disais tout à l'heure, moi j'y vois quand même un fil rouge dans ce qu'on fait. Joël, tu parlais enfin, justement du fait que c'est plutôt la question de vie et de mort et tout ce qui tourne autour et de libération, parce que c'est des formes de petites Ouais. morts lorsqu'on lâche quelque chose en soi pour revivre plus ou faire une expansion. Martine, tu le disais aussi, effectivement, qu'il y a toujours quelque chose, parfois même derrière ce que les gens expriment quand ils viennent te voir. Et du coup, c'est vrai que moi, je voyais quand j'étais ébéniste et que je faisais également la numérologie, donc ça paraissait être un énorme grand écart, sauf que le point commun, c'est que les gens avaient besoin de reprendre confiance en eux. Vous avez besoin de avoir un moment où, que ce soit par la matière en tant qu'ébéniste, enfin par rapport à l'ébénisterie, ou que ce soit par la numérologie en explorant leurs thèmes, il y avait ce moment où vous avez besoin de retrouver vraiment de la lumière en eux, Mm, retrouver effectivement des choses qui allaient bien, de se revaloriser, etc. Et moi j'adorais ça, de me dire que ce soit une personne qui soit en train de scier du bois, ou une personne qui soit en train de calculer des éléments de son thème de numéro, en fait la personne est en train de vraiment de travailler sur elle, en fait. Et je trouve que quelle que soit la méthode, l'intention de la personne, donc du thérapeute ou du pro, en fait, va de toute façon transparaître dans ces méthodes. Mm. Ok, mm. et nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Malheureusement, c'est court, hein, je sais, c'est un peu comme ça, c'est triste, c'était intéressant. J'aimerais te poser juste deux dernières questions un petit peu. Est-ce que tu as une anecdote particulière que tu voudrais nous partager, que tu as vécue avec des clients et que tu aimerais nous raconter? Alors, j'ai une anecdote qui me vient, qui a vraiment été assez marquante pour moi. C'était au début où j'offrais vraiment sur les stories, sur les posts, des cartes un petit peu gratuites, entre guillemets, pour pouvoir montrer un échantillon de ce que je sais faire. Et il y avait une jeune femme qui m'avait demandé, vas-y, sentimentalement, qu'est-ce qui vient? Et c'était, mais alors vraiment catastrophique, la bérésina. J'étais vraiment très gênée de lui servir ça, entre guillemets, même si je ne choisis pas, ce n'est absolument pas ma faute. Mais c'est vrai que j'étais vraiment dans mes petits souliers parce que vraiment rien n'allait. Et là, elle me dit, Joël, je suis en train de préparer mon mariage, en fait. Et moi, je ressentais vraiment que ça n'allait pas. Il y avait de la tromperie. Enfin, vraiment, fuis, ma fille. Et quand elle me dit ça, je me dis, oh là là, alors, ma belle, t'es complètement à côté de la plaque. Donc, je lui dis, écoute, je suis désolée. Bon, et puis finalement, en discutant un petit peu, elle me dit, ouais, c'est vrai que ça se passe quand même pas super bien en ce moment. C'est vrai qu'on a failli se séparer quand même. Bon, je lui dis, écoute, laisse faire les choses, hein. Et elle est revenue peut-être 6 mois derrière en me disant, bah écoute, le mariage n'a pas eu lieu. Effectivement, ça faisait des années qu'il me trompait.
Donc Waouh. voilà, j'ai plus trop en tête si c'était grâce à la guidance qu'elle a pu un petit peu tirer les verres du nez au mec ou si ça s'est enchaîné, je ne sais pas, mais c'est vrai que pour moi ça m'a vraiment marqué. Alors ça m'a fait prendre confiance en moi entre guillemets, mais c'est vrai que ça reste choquant ouais, d'être aussi juste quelque part dans la vie de quelqu'un alors que ça avait quand même mal commencé, hein. C'est vrai que les gens tombent des nues parfois et moi c'est un petit peu une des difficultés que je peux avoir quand les gens ne voient vraiment pas les choses venir parce qu'il y a quand même moi dans ma spécialité les gens souvent vont me dire bon bah ça je le savais, ça je m'en doutais, tu me confirmes. Et là c'est bien. On va dire que c'est en douceur. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, quand ils tombent des nues, c'est compliqué parce que je me mets à leur place. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable d'entendre effectivement que potentiellement oui le couple va splitter, etc. Même si bon attention, hein, tout n'est pas gravé dans la pierre. Pour moi, il n'y a pas de prophétie dans ce que je dis. Il y a des grandes lignes, oui, mais voilà. Oui, ça reste touchy, c'est vrai. Mais, Mais ouais, ça c'est mais je pense qu'il y a un côté extrêmement transformateur à recevoir la vérité, hein. Ça fait toujours mal. Des bien fois, on a sûr. tendance à confondre message et messager, quoi qu'il en soit. La Mm, vérité, une fois qu'elle est rentrée, c'est comme si elle avait fait un sillon à l'intérieur d'une personne, hein. Dans tous les cas, elle a ouvert, elle a fait une brèche pour faire rentrer la lumière. mm, Donc, elle mm. a créé en fait quelque chose qui va créer un ensemble d'éléments déclencheurs qui vont pas tomber en domino, mais presque dans la vie d'une personne. Donc oui, c'est forcément très intéressant ce que tu fais. Ok. Pour la question de la fin, notre précédente invitée nous a donné une question à regarder, enfin à répondre, pardon, excusez-moi. C'est si tu devais donner un conseil pour traverser une période difficile, lequel serait-ce? Un conseil pour traverser une période difficile, ce serait de s'autoriser à être mal, en fait. On a le droit. C'est vrai que dans cette époque où on nous prône l'hyperpositivité, pardon, on a le droit. On a le droit d'avoir un coup de mou, on a le droit, ça ira mieux demain. Ça ne veut pas dire que ça ira mal tout le temps. Et je pense qu'on est humain, on a des émotions, qu'elles soient fortes ou basses, bien ou mal, ça dépend le vocabulaire qu'on a envie de prendre. Mais pour moi, une émotion est une émotion et elles se valent toutes et on a le droit de les traverser. Et puis voilà, il faut savoir à un moment donné se foutre la paix et ouais, traverser les choses comme on peut et ça ira mieux demain. Voilà. Après Magnifique la message. pluie, le beau temps. Pas forcément le beau temps après la pluie, mais dans tous les cas, les arbres vont finir par pousser. C'est ça, ouais. Les Mm, graines mm. auront pris de l'eau et ça donnera la possibilité de faire pousser quelque chose. Et au pire, il y aura des champignons. Voilà. Au pire, au mieux, on verra bien. Maud, c'est quoi ton conseil dans ces cas-là aussi? Voilà, moi j'ai envie de dire, alors, complètement d'accord avec ce que dit Joël, moi j'ai du mal encore à le faire, hein. Pas évident, hein. Vraiment être présente avec les parties de moi qui vont pas bien, j'ai tendance à être un peu trop productiviste. Et bah, je dirais quand même s'entourer. Mm. Voilà, c'est-à-dire, tu vois, pas forcément rester trop seul avec soi-même, c'est-à-dire, même, tu vois, même des moments justement où on va soit parler de ses problèmes, soit ne pas le faire, mais passer du moment avec les gens qu'on aime. Et puis, j'ai envie de dire aussi se célébrer. C'est des moments où bah, vraiment se faire du bien, c'est-à-dire se faire les plats qui nous font du bien, euh, se coucher tôt, regarder un film qui nous fait du bien, passer du temps avec ses animaux. Enfin, ces moments où on se reconnecte au corps, au moment présent et à ce qui nous fait du bien en fait au quotidien. Mm. Et toi, Martine? Moi, je dirais faire quelque chose de nouveau. Quand on est en train de passer une période difficile, on a tendance à essayer d'appliquer tous les réflexes qu'on a et tous les automatismes de défense et de fonctionnement par défaut, nos addictions, toutes les choses qui sont un peu foireuses et qui, jusque-là, bah, si on en est là où on en est, c'est que ça fonctionnait peut-être pas. Et que du coup, c'est sortir de ses habitudes et faire quelque chose de nouveau et de se laisser faire quelque chose d'un petit peu surprenant ou d'un petit peu hors norme ou hors du commun. Euh, voilà, un peu tout et n'importe quoi, se laisser inspirer. En général, c'est les gens qui disent, bah, tu veux pas qu'on aille faire tel truc? Et ben, essayer d'être un petit peu plus en mode de, ok, allez, je vais essayer quelque chose de nouveau. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, en fait, de trouver la solution face à ce qu'on est en train de vivre qui est difficile, comme un échappatoire. Je donne l'exemple d'une personne dans ma vie qui, une période difficile de sa vie, s'est mis à faire du tir sportif et qui aujourd'hui en a fait sa passion et même son métier. Ah, Donc wow. voilà, donc c'est vraiment d'avoir une période de sa vie qui est
difficile. Des fois, on se découvre une passion et on en fait réellement quelque chose de très intéressant et de très enrichissant. Voilà. Eh bien, cette émission s'arrête ici. Merci énormément, Joël, de nous avoir rejoints. C'était super pour tes partages. On Merci, espère te revoir bientôt dans avec l'émission. joie. Et en fait, on t'embrasse très très fort et on remercie toutes les personnes de Merci. nous suivre. N'oubliez pas de mettre un like et de mettre un petit commentaire. Bisous, bisous! Bye!